on va parler du changement de mentalité en République démocratique du Congo. Alors, encore une fois, bonjour tout le monde, bienvenue sur Son of Congo, une émission nous parlant de tout ce qui a à voir avec le développement de la République démocratique du Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un Congolais d'origine et je vis dans la diaspora, plus précisément ici aux États-Unis. Et je veux dire d'abord merci à tous ceux qui ont suivi ma chaîne, merci à tous ceux qui ont subscribe, merci à tous ceux qui ont liké, merci à tous ceux qui ont partagé. Continuez à partager, continuez à liker. De plus, vous êtes en train de liker et partager, plus on est en train de grandir notre communauté et il y aura plus de personnes comme vous qui seront en mesure de suivre le contenu de ma chaîne. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui continuent à suivre l'émission. Je suis vraiment très content de vous avoir et de partager mon expérience ou mon point de vue avec vous. Donc, merci vraiment à tous et on commence l'émission comme ça. Le goal de Son of Congo, c'est pas de faire la politique. Mais le goal de Son of Congo est de faire penser les Congolais et de changer la mentalité des Congolais. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que Congolais pour changer notre mentalité? Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que Congolais pour changer notre façon de faire les choses? Si les Congolais arrivent à changer leur mentalité, c'est à ce niveau-là que le peuple congolais va se développer. C'est à ce niveau-là que la RDC va se développer. Tant que nous, Congolais, on n'a pas changé notre mentalité, ce sera vraiment difficile pour nous de nous développer. Et je répète ça dans tous les épisodes et je vais continuer à le répéter parce que c'est vraiment une étape qui est très importante dans le développement d'un pays. C'est vraiment une étape importante dans le développement d'un peuple. Donc nous, en tant que Congolais, on doit penser à comment changer notre mentalité. On a eu notre indépendance en 1960 et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est en train de refaire les mêmes choses et les résultats sont les mêmes. Et c'est ce qu'on appelle même la définition de l'insanité. L'insanité, c'est faire la même chose et espérer à des résultats différents. Donc nous, le peuple congolais, depuis 1960, on a fait la même chose. On a toujours cru que notre gouvernement était la solution à nos problèmes. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en 2021. Je pense qu'il est temps que le peuple congolais puisse se réveiller et puisse constater que le gouvernement n'est pas la solution de son problème. Et c'est de ça qu'on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. D'abord, on doit se poser la question, qui va développer la République démocratique du Congo? Entre vous et nous, les acteurs qui sont vraiment dans notre pays, on peut dire qu'il y a trois acteurs. D'un côté, on a le peuple congolais. De l'autre côté, on a nos autorités, le gouvernement. Et puis, d'un autre côté, on a les partenaires de la RDC. Et les business, les gens qui font les business, les expatriés, des gens qui sont des étrangers, qui sont quand même en train de faire des affaires en RDC. Donc, c'est ça les trois major piliers qu'on a dans notre pays. Entre tous les trois major players, entre ces trois major players, lequel va développer la RDC? Et on va parler de ça un peu aujourd'hui. D'abord, on va commencer dans notre histoire. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo n'est pas quelque chose qui est spécifique à la République démocratique du Congo. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont traversé la même situation que le Congo est en train de traverser. Il y a même des pays dans ce monde qui ont traversé pire que ce que le Congo est en train de traverser. Je vous donne peut-être l'exemple des États-Unis où les Noirs américains étaient en esclavage pendant 2 siècles, 3 siècles comme ça. Mais pendant leur esclavage, comment ils sont sortis de l'esclavage? C'est en s'organisant. Ils se sont organisés eux-mêmes en interne et c'est comme ça qu'ils ont pu, après des années et des années, ils ont commencé maintenant à pouvoir changer les choses. Nous maintenant en tant que Congolais, ça c'est ce qu'eux ils ont vécu. Nous, en tant que Congolais, on n'a pas besoin vraiment de répéter la même chose. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 2-3 siècles avant de changer les choses. On peut regarder seulement ce qui s'est passé autour de nous et apprendre de ce qui s'est passé autour de nous. Et comment on peut essayer d'éviter quelques erreurs que les autres ont faites. Donc, je voulais dire que ce qui se passe en République démocratique du Congo, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas que Nzambe alingi te Congo ebonga.
Ce qui se passe en République démocratique du Congo s'est passé dans beaucoup d'autres pays. Et les peuples de ces pays ont cherché, ont travaillé pour trouver des solutions à ces problèmes. Vous vous rappelez peut-être que j'avais donné l'exemple l'autre fois des Juifs. Les Juifs, dans le passé, ils n'étaient pas permis d'être propriétaires des terrains ou bien propriétaires de terres en Europe. Et c'est comme ça qu'ils étaient traités en Europe. Et c'est que eux, ils ont fait en tant que communauté juive, ils ont commencé à se lancer dans le commerce. Et ils ont commencé à vendre des petites choses et c'est comme ça qu'ils ont commencé à pouvoir, c'est comme ça qu'ils ont pu se supporter. Ils ont pu commencer à supporter leurs activités et entre eux, ils ont commencé à travailler ensemble et commencer à faire le commerce ensemble. À fur et à mesure qu'ils ont commencé à faire le commerce ensemble, ils ont eu de l'argent. Une fois qu'ils ont commencé à avoir de l'argent, ils ont créé des banques. Et ces banques, le but de ces banques, l'objectif de ces banques, c'était de financer leur commerce. Donc, ils ont créé un système où ils ont créé des banques, où ils sont en train de faire le commerce et ils sont devenus forts dans tout ça. Et c'est comme ça qu'ils ont développé leur puissance en tant que peuple. Et c'est la même chose qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, nous, nos problèmes du Congo, ce ne sont pas des problèmes qui sont spécifiques au Congo. Il y a beaucoup de pays comme le Vietnam, si vous regardez l'histoire du Vietnam, Singapour, beaucoup de pays qui sont maintenant en voie de développement ont traversé la même chose. Et beaucoup même ont traversé pire que ce que nous, on est en train de traverser en République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas impossible que nous puissions développer notre pays. Mais pour développer notre pays, pour avoir cette capacité de développer notre pays, on doit avoir le proper mindset, on doit avoir la bonne mentalité. Et c'est là que le changement de mentalité est vraiment très important. Parce que si on continue en République démocratique du Congo à faire ce qu'on est en train de faire maintenant, on va aller droit vers l'échec. Et ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent éviter. Si vous êtes en République démocratique du Congo aujourd'hui, vous vous sentez déjà un peu comme un étranger dans votre propre pays. Vous allez voir que les expatriés, les partenaires, c'est eux qui sont en train de dominer votre économie. Et le Congolais comme tel, il n'a pas beaucoup de choses, même au Congo. Et ça, c'est quelque chose que le Congolais doit réaliser maintenant et essayer de voir comment vous pouvez changer ces choses. Parce que si vous ne changez pas, votre pays va appartenir dans le futur à d'autres pays. Et nous, en tant que Congolais, que nous soyons à la diaspora ou en République démocratique du Congo, même si on ne vit pas en RDC, moi par exemple je ne vis pas au Congo, mais il est important que nous puissions parler du Congo, il est important que nous puissions dénoncer, il est important que nous puissions protéger notre pays et que nous puissions parler à ceux qui sont au pays et leur dire aussi, parce que nous on a une vie différente, nous on a des différentes réalités à cause de ce qui s'est passé dans nos vies. Mais il y a aussi d'autres Congolais qui sont au Congo, qui sont restés au pays. Et ça, c'est une communication. Ça, c'est pas... moi, personnellement, je ne suis pas là pour attaquer les Congolais qui sont au pays. Ce que je suis en train de dire aux Congolais qui sont au pays est que nous tous, en tant que Congolais, on doit faire mieux. On doit faire mieux qu'on avait fait avant. Si on continue à faire la même chose, on va tomber dans un trou. Nous tous, on va échouer, nous tous. Vous qui êtes au pays et nous qui sommes dans la diaspora, il est important que nous puissions travailler ensemble pour développer la République démocratique du Congo. Et tout ça commence avec le changement de mentalité. Ok, d'abord je vais commencer par dire que l'émission que je suis en train de faire, comme je l'ai dit avant, elle n'est pas politique. On va parler de la République démocratique du Congo. Du coup, je vais commencer et je vais passer droit vers le but. Parce qu'en République démocratique du Congo, j'ai l'impression que les Congolais comme tels, ils ne comprennent pas c'est quoi la responsabilité de l'État. Les Congolais comme tels, ils ne comprennent pas vraiment c'est quoi le gouvernement, ou bien pourquoi ce gouvernement existe et qu'est-ce que ce gouvernement est censé faire. Donc on va un peu parler du gouvernement maintenant. On va parler de ça en gros. On ne va pas entrer dans beaucoup de détails, mais juste un overview du gouvernement, un overview du pays. Donc du coup, je vais entrer dans l'explication pour dire que dans un pays, vous avez d'un côté le peuple. Le peuple qui est vous, qui est moi-même, et vous avez des étrangers aussi qui habitent dans votre territoire.
D'un autre côté, vous avez les gouvernements. Ça, ce sont les blocs qui sont un peu major. Vous avez les gouvernements ou bien vous avez les autorités du pays. Et de l'autre côté, vous avez des expatriés et vous avez aussi des partenaires qui travaillent avec la République démocratique du Congo ensemble pour des projets ou bien pour des différents projets. Donc ça, c'est un peu les trois majors, comme j'étais en train de dire la fois passée. Maintenant, la question qu'on doit se poser, nous tous, est entre le peuple congolais, entre les expatriés et le gouvernement congolais, c'est qui va vraiment développer le pays? Vous, Congolais, qu'est-ce que vous êtes en train de penser dans votre tête? Qui pour vous va développer la RDC? Moi, je vais vous dire déjà que ça ne sera pas les expatriés. Ça ne sera pas aussi les partenaires de la RDC. Pourquoi je vais vous dire que ce n'est pas les partenaires de la RDC? C'est parce que les partenaires de la RDC travaillent pour leurs propres intérêts. Je vais vous donner peut-être un exemple. Il y a plusieurs compagnies qui travaillent aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a un système de taxes. Ça veut dire que le plus vous êtes en train de faire de l'argent, plus vous devez payer plus de taxes aussi. Donc, c'est un peu ça le système américain. Donc, les gens qui ont un income qui est élevé, souvent, ils sont censés payer plus de taxes. Mais le gouvernement américain, avec ses tax policy, ils ont mis quand même des petits systèmes en place qui permettent aux compagnies d'économiser dans leurs taxes en faisant des write-offs, en déclarant quelques dépenses comme des pertes dans leurs taxes. Je vais vous donner un exemple rapidement. Disons que moi je suis aux États-Unis et que je fais peut-être 200 000 $ l'an. À 200 000 $ l'an, je dois payer peut-être au gouvernement, un exemple, je dois payer au gouvernement américain, disons 30%. Donc ça veut dire que dans une année, si je fais 200 000 $, à la fin de l'année, 30% de ces 200 000 $, je dois payer ça maintenant au gouvernement américain. Donc c'est un peu ça le système qui est ici aux États-Unis. Comme je dis, le gouvernement américain a mis en place quelques systèmes qui vous permettent maintenant de payer moins dans vos taxes. Et l'un des systèmes que les compagnies utilisent beaucoup, ce sont les write-offs. Et les write-offs, c'est presque toutes les dépenses que vous allez faire en tant que compagnie pour essayer d'améliorer vos opérations, pour essayer d'améliorer vos compagnies. La plupart de ces dépenses, ce sont des histoires que les compagnies peuvent write off. Ils peuvent déclarer ça comme des pertes à la fin de l'année et c'est ce qui va faire diminuer leur income. Dans l'exemple peut-être que je vais vous donner, je vous ai dit que j'ai 200 000 $. Maintenant, dans les 200 000 $ que j'ai, comme je disais, je dois payer 30% de taxes parce que quand vous regardez sur le tax bracket, vous allez voir que 200 000 $, ça correspond peut-être à 30% de taxes. Juste un exemple. Et maintenant, je décide maintenant le gouvernement veut que je puisse donner cet argent. Et moi, je décide maintenant que non, j'ai pas besoin de payer 20% de taxes ou bien 30% de taxes, c'est beaucoup d'argent. Et ce que je fais, je commence des opérations à l'extérieur pour justifier mes dépenses. Ça veut dire que je pars en République démocratique du Congo et je vois ce qui se passe là-bas. Je dis que, ok, l'hôpital Mama Yemou, par exemple, a besoin d'un groupe électrogène, a besoin de ça. Moi, maintenant, en tant que partenaire, je viens avec 100 000 $. Je dis que je vais prendre ces 100 000 $ de mes 200 000 et je vais investir cet argent en République démocratique du Congo. Donc, quand je prends les 100 000 $ et j'arrive en République démocratique du Congo, ce que les partenaires sont en train de faire, normalement, ce qu'ils doivent faire, c'est ça. Ils doivent prendre cet argent, ces 100 000, dépenser en République démocratique du Congo, dire au gouvernement américain qu'on a dépensé 100 000 $ en République démocratique du Congo, ce qui va faire descendre leur income de 200 000 à 100 000 $, et ce qui va aussi faire descendre leurs taxes de 30% à peut-être 10% ou 5%. Donc c'est un peu ça le but du jeu. Vous devez faire descendre votre income, comme ça vous allez payer moins en taxes. Et la façon de faire descendre votre income, c'est en déclarant des dépenses. Et la plupart des compagnies que vous voyez, les partenaires que vous voyez, ce sont des gens qui viennent dépenser en République démocratique du Congo. Ils vont dans leur pays et ils disent qu'on a fait des dépenses. Et leur gouvernement va regarder ces dépenses et ils vont dire que, oh, parce que tu as fait ces dépenses ici, tu as des exonérations sur ça,
ou bien tu ne vas pas payer des taxes à ce niveau et tu vas payer à ce niveau. Donc ça dépend des différents pays, mais la plupart des pays qui sont développés vous donnent des avantages quand vous faites des dépenses de business. Et cela est le cas pour la plupart des pays, des partenaires. Moi, je peux être par exemple un partenaire de la RDC et ça sera la même chose qui va se passer avec moi. Je peux aller avec mes compagnies, investir là-bas et quand je reviens faire mes taxes ici, je dis que j'ai investi 10 000 dollars en République démocratique du Congo. Je montre les factures, je montre les pertes et ici, ils vont me donner un break parce que j'ai investi cet argent en République démocratique du Congo. Donc c'est ça que les partenaires sont en train de faire. Mais maintenant, dans tout ça, ce sont des stratégies de business. C'est quelque chose qui est vraiment légal. Et c'est pour ça que je dis aux Congolais que quand vous êtes en train d'essayer d'éviter les taxes, ça ne veut pas dire que vous êtes contre votre gouvernement. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre votre pays. J'ai suivi les médias du Congo et beaucoup de gens sont en train de dire que tout le monde est supposé payer les taxes, un bon citoyen doit payer les taxes, un bon citoyen doit faire ça, ça, ça. Tout le monde paye les taxes, mais tout le monde aussi essaie d'éviter de payer ces taxes. Et il y a des voies légales que le gouvernement a mis en place pour éviter de payer ces taxes. Et c'est là que le peuple congolais doit se concentrer. Vous devez vous concentrer sur ça. Parce que même en République démocratique du Congo, vous avez 260 taxes. Moi, ce que je veux vous demander en tant que Congolais, en tant qu'entrepreneur, ne vous focalisez pas seulement sur les 260 taxes. Ce que vous devez vous demander maintenant entre vous, Congolais, est de savoir comment on peut faire pour éviter de payer ces 260 taxes. Ça n'a pas besoin d'être la corruption. Vous n'avez pas besoin d'être un mauvais citoyen parce que vous avez essayé d'éviter de payer ces taxes. Ce sont des stratégies que les gens ont dans les business. Vous devez vous adapter à vos environnements. Vous êtes dans un environnement où il y a 260 taxes. Vous devez penser maintenant à des stratégies, comment ne pas payer ces 260 taxes. Ça veut dire que vous pouvez vous dire que je vais me réunir avec mon frère, avec mon cousin, et ensemble, on va mettre un peu d'argent et ça va nous permettre d'alléger un peu ces taxes. Parce que si je vais là-bas moi-même, ça sera trop de taxes sur moi-même. Donc, mettons en place des structures où il y a plusieurs structures et ça va nous permettre peut-être de contourner ces taxes. C'est là que le peuple congolais doit commencer à se focaliser. C'est là que l'entrepreneur congolais doit commencer à regarder. Ne regardez pas seulement les 260 taxes. C'est vrai que c'est beaucoup de taxes. C'est vraiment beaucoup. Et 260 taxes, ça détruit le business. Mais vous, en tant que population, vous ne pouvez pas continuer toujours à vous plaindre de ces 260 taxes. Parce que la vérité est que vous aurez ces 260 taxes aujourd'hui, vous aurez ces 260 taxes demain, et vous aurez ces 260 taxes le lendemain. Au rythme que les choses avancent dans votre pays, c'est possible que vous aurez ces 260 taxes dans les next 5 years, ou bien dans les next 10 years. Parce que ça va prendre un temps avant que les gens changent ces taxes. Donc vous, en tant que Congolais, vous n'allez pas vous passer tout ce temps, les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années en train de vous plaindre des taxes. Parce que c'est ça la mentalité congolaise. La mentalité congolaise est de continuer à nous plaindre, à nous plaindre, à nous plaindre. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Congolais a fait que se plaindre de sa situation, au lieu d'essayer de changer les choses. Moi, ce que je demande maintenant au peuple congolais est d'essayer de travailler pour changer les choses. Ne travaillez pas seulement pour vous plaindre, mais travaillez maintenant pour changer les choses. Vous avez 260 taxes. Regardez, vous avez des amis qui sont des juristes. Lisez les lois, regardez comment vous pouvez éviter ces 260 taxes. Regardez comment vous pouvez créer des structures pour éviter ces 260 taxes. Et déjà, je veux vous dire du coup qu'en République démocratique du Congo, vous les entrepreneurs en République démocratique du Congo, je crois que je l'ai dit dans un épisode passé, et que vous avez un avantage que nous tous, on n'a pas. Que nous, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas. C'est ce qu'on appelle en anglais a competitive advantage. Ça veut dire que vous avez un avantage de compétition. C'est-à-dire que moi, si je veux commencer un business ici aux États-Unis en faisant quelque chose, et vous voulez commencer le même business en République démocratique du Congo,
Vous avez un avantage en République démocratique du Congo que moi je n'ai pas. Vous avez l'avantage d'opérer en République démocratique du Congo dans l'informel. Moi, ici aux États-Unis, je n'ai pas cet avantage d'opérer dans l'informel. Si j'opère dans l'informel, ça veut dire que je deviens maintenant un criminel. Mais, ou bien je suis classé parmi les criminels et c'est seulement quand on va m'attraper, ça va barder pour moi. Mais vous, en République démocratique du Congo, vous pouvez créer aujourd'hui des structures dans l'informel et éviter de payer toutes les taxes. Vous pouvez aujourd'hui en République démocratique du Congo construire un empire dans l'informel et vous ne payez aucune taxe. La preuve en est que vous avez beaucoup de ligablos qui ne payent pas les taxes, vous avez beaucoup de pharmacies qui ne payent pas les taxes, vous avez beaucoup de mamans qui vendent aux Indes tout ça qui ne payent pas les taxes, vous avez beaucoup de ces gens qui sont en train de vendre dans la rue et toutes ces histoires. Et il y a beaucoup de gens qui font des copes, ils vendent les voitures, ils font ça, ils vendent les habits. Et tous ces gens font ces histoires dans l'informel et ils ne payent pas de taxes. Moi, ici aux États-Unis, c'est presque impossible pour moi de faire ça. Parce que si j'essaie de faire ça, c'est là que le gouvernement maintenant va venir et va essayer de me poursuivre. Et dans l'informel, vous pouvez vous organiser dans l'informel. Ici, je vous ai parlé des Juifs on les avait interdits d'acheter des terres. Mais ils se sont organisés dans l'informel, en commerçant. Ils ont commencé à vendre leurs biens, ils ont commencé à vendre des pommes, ils ont commencé à vendre des petites choses et ils ont commencé à construire des banques après ça. Quand vous construisez des banques, les banques là maintenant sont commencées maintenant sont là maintenant pour financer les activités. Et c'est comme ça que vous êtes en train d'évoluer. Vous, en République démocratique du Congo maintenant, le peuple congolais et les entrepreneurs congolais, vous avez cet avantage de pouvoir opérer dans l'informel. Donc la faiblesse de l'État congolais vous donne à vous, l'entrepreneur congolais, une possibilité d'opérer dans l'informel et de grandir et d'évoluer et de devenir même successful dans l'informel. La plupart de vos hommes d'affaires, la plupart des noms que vous êtes en train d'écouter dans les secteurs des mines ou bien dans les coopératives ou tout ça, tous les gens qu'on voit dans les musiques ou bien quand nous on est en train de grandir à Kin, c'était des gens qui étaient en train d'opérer dans l'informel. Ces gens ne payent aucune taxe à l'État. Donc ils ont des richesses, ils ont pu construire, ils ont pu créer des richesses, mais ils ne donnent pas vraiment ce qu'ils doivent à l'État. Et c'est l'avantage que vous, les Congolais, vous avez sur tous les gens qui sont presque dans tous les pays développés. Et ça, c'est quelque chose que vous, les Congolais, vous devez savoir. Donc le fait que les Congolais ne sont pas en train de planifier, ne sont pas en train de faire des stratégies, ça montre déjà que le peuple congolais, d'un côté, est un peu paresseux. Vous voyez votre situation, vous connaissez votre situation, mais vous êtes trop paresseux, vous voulez que quelqu'un d'autre puisse trouver la solution à vos problèmes. Et je vous dis que quand vous êtes en train de regarder vers les partenaires, ça ne va pas se faire. Parce que les partenaires, ce qu'ils font, c'est ça. Ils vont prendre, dans l'exemple que je vous ai donné, ils vont prendre les 100 000 $, ils vont arriver avec ça en République démocratique du Congo. Ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver là-bas, ils vont créer d'autres compagnies. Ça veut dire que la compagnie qu'ils ont aux États-Unis ont des affiliés. Ils vont construire une compagnie qui est affiliée et ils vont installer cette compagnie en République démocratique du Congo. Et la vérité est que cette compagnie qui est affiliate et leur compagnie aux États-Unis, c'est pratiquement la même compagnie. Ce qu'ils vont faire, ils vont donner à cette compagnie 100 000 $ et ils vont dire que cette compagnie-là, ces 100 000 $, c'est pour les actions pour investir en République démocratique du Congo. Et maintenant, parce qu'en République démocratique du Congo, on a un gouvernement qui est incompétent, ils vont faire maintenant, au lieu de signer maintenant des bons contrats, ils vont signer des contrats sur base de COP. Ça veut dire que des 100 000 $ que la compagnie était supposée investir en République démocratique du Congo, ces gens vont peut-être investir seulement 20 000 $. Mais le gouvernement, les membres de votre gouvernement, vont les faire des factures, même pour montrer dans leur pays qu'ils ont effectivement investi 100 000 $. Par exemple, je donnais l'exemple de Mamaïm. On dit par exemple qu'à Mamaïm, il y a un problème de groupe électrogène, il y a un problème de ça, un problème de ça. Moi, je viens avec mes 100 000 $.
J'arrive avec mes 100 000 dollars, je fais des dépenses, je dis que le premier jour, on doit d'abord faire une conférence. On va faire une conférence le premier jour pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la solution au problème de Mama et moi. Ici, je veux déjà vous rappeler que j'ai 100 000 dollars que je suis en train d'investir. Mais dans la série de meetings que je suis en train de faire, je suis en train d'acheter des salles, je suis en train d'acheter des biens, tout ça. Donc, je suis en train de dépenser. Et les dépenses que je suis en train d'effectuer, ce sont au fait les dépenses de ma compagnie qui se trouve en République démocratique du Congo. Cette dépense-là n'est pas faite sur les Congolais. Des 100 000 dollars que j'ai dit au gouvernement américain que je vais dépenser en République démocratique du Congo, peut-être seulement 20 000 dollars sera vraiment pour ce que j'ai dit. Mais le reste, je peux dire qu'on a loué cette salle ici pour faire des meetings. On a loué cette salle ici pour se rencontrer avec le gouvernement. On devait se rencontrer avec un ministre, on l'a donné cet argent. Et tout cet argent que je suis en train de déclarer, parce qu'on est en République démocratique du Congo, tout ça peut être faux. En République démocratique du Congo, vous pouvez vous taper des reçus qui sont faux. Vous pouvez aller quelque part et payer 5 000 dollars et on vous demande qu'on vous donne de l'argent à quelques personnes et vous demandez qu'on vous fasse un reçu pour 20 000 dollars. Donc vous payez quelque part, vous allez vraiment quelque part légalement et vous entrez dans un bureau du gouvernement, vous donnez 100 000 dollars pour un projet, mais on peut vous faire en République démocratique du Congo une facture qui va montrer que vous avez payé 1 million de dollars. Et ça, c'est fait par les Congolais eux-mêmes. Donc les Congolais eux-mêmes sont en train de contribuer dans la destruction de leur propre pays. Et c'est que les partenaires vont faire, et ça, ce sont des nyongos que vous, les Congolais, vous êtes responsables des 100 000 dollars. Parce que si ce n'est pas un don, si ce n'est pas un cadeau, vous êtes responsable de ces 100 000 dollars. Même si ces gens sont en train de dépenser cet argent sur eux-mêmes, j'avais vu dernièrement un député qui se plaignait de ça. Il disait qu'il est parti dans une fête pour quelque chose des partenaires et on l'a dit que cette fête-là a coûté 40 000 dollars pour la mettre en place. Et il s'est plaint que pourquoi cette fête ici a coûté 40 000 dollars? Parce que cette fête ici, au standard de Kinshasa, c'est peut-être quelque chose que vous faites à 10 000. Donc c'est comme ça que les expatriés sont en train de dépenser sur eux-mêmes. Et quand ils rentrent dans leur pays, ils disent qu'ils ont fait des dépenses. Et ces dépenses, vraiment, ce ne sont pas des dépenses sur les Congolais. Les Congolais, ils auront peut-être les miettes, mais ce qu'eux, ils sont en train de gagner dans tout ça, ils vont gagner le fait qu'ils ont fait cette dépense. Ils vont rentrer dans leur pays. Ils vont dire que j'ai fait une dépense de 100 000 dollars. Ça va faire descendre, comme je l'ai dit, leur income à 100 000 dollars parce qu'ils avaient 200 000 dollars. Et ils vont payer moins de taxes. Et en vérité, ce qu'ils ont fait, c'est seulement transférer la richesse d'une compagnie à une autre compagnie. Mais cette compagnie, elle est au fait en République démocratique du Congo et c'est une compagnie qui est affiliate à leur compagnie. Donc c'est un peu ça la stratégie des partenaires. Cette stratégie-là, c'est impossible que vous allez vous développer. Le Congolais, vous n'allez jamais vous développer avec l'aide des partenaires parce que les partenaires font des histoires seulement pour leur propre intérêt. Si vous, les Congolais, vous n'exigez pas beaucoup, si vous, les Congolais, vous n'êtes pas sérieux dans vos affaires, les partenaires, ils vont vous traiter comme vous méritez, au fait. Parce que si vous êtes capable d'écrire une facture ou bien un reçu de 100 000 dollars, quand tu as reçu seulement 10 000 dollars, ça veut dire que vous, les Congolais, vous êtes en fait la raison pour laquelle le pays ne se développe pas. Et vous avez beaucoup de Congolais qui le font. Et c'est là que vous allez voir qu'on a beaucoup de problèmes avec les partenaires et il y a beaucoup de corruption quand il s'agit des partenaires. La deuxième chose avec les partenaires et je veux mettre même les partenaires et les expatriés dans la même catégorie. La deuxième chose avec ça, la raison pour laquelle eux ils ne peuvent pas développer votre pays, c'est parce que quand eux ils viennent, s'ils viennent vraiment faire un investissement qui est un bon investissement, disons que l'investissement est un investissement qui est valide, qui est bien raisonné, vous en tant que peuple congolais, vous devez être contre cet investissement des partenaires. Parce que je vais vous dire peut-être quelque chose. Je vais vous donner une quote qu'on attribue à un des Rothschild. C'est qui est une famille des banquiers qui ont commencé
en Europe il y a quelques siècles. Et c'est que le gars disait, il dit que moi je m'en fous de celui qui est à la tête de l'empire. Pour eux, ça ne dit rien. Que tu sois le président, que tu sois la reine, eux, ils s'en foutent de qui se trouve à la tête de l'empire. Il dit que la personne qui est en train de supply l'argent, la personne qui est en train de donner l'argent à l'empire, c'est la personne qui est en train de contrôler l'empire. Et moi, je suis la personne qui est en train de supply l'argent à l'empire. Donc ça, c'est quelque chose de très profond. Parce que vous, le peuple congolais, en laissant les partenaires venir vers vous, vous croyez que vous êtes en train de vous développer. Vous croyez que quand vous êtes en train de laisser Microsoft venir, vous croyez que quand vous êtes en train de laisser Apple venir et toutes ces grandes compagnies venir, vous êtes en train de croire que vous êtes en train de vous développer. Et le problème est que ces compagnies, quand ils viennent, ce sera ces compagnies qui seront propriétaires de l'infrastructure. L'infrastructure qu'eux ils vont créer, c'est eux qui seront propriétaires de ça. Et tant que les partenaires et les expatriés sont propriétaires de l'infrastructure en République démocratique du Congo, vous le Congolais, vous le peuple congolais, vous ne serez jamais riche. Vous ne serez jamais en mesure de faire compétition avec eux. Parce que eux, ils ont l'infrastructure. Et tout ce qui va venir après, vous aurez besoin de cette infrastructure pour construire ce que vous devez construire. Donc vous serez là dans les miettes. Vous ne serez pas là dans ce qui rapporte vraiment de l'argent. Le Congolais doit comprendre maintenant qu'au lieu de laisser les autres construire les infrastructures, nous-mêmes les Congolais, on doit construire ces infrastructures. Ça veut dire que quand vous avez des projets de télécommunications, vous-même les Congolais, vous devez avoir des compagnies de télécommunications. Vous-même les Congolais, vous devez avoir des compagnies qui vous produisent de l'eau, le courant et toutes ces histoires. Vous-même les Congolais, vous devez avoir vos chemins de fer. Vous devez être en mesure de regarder le chemin de fer de la République démocratique du Congo et dire que ce chemin de fer ici, cette compagnie appartient à 100% ou bien à 80% aux Congolais. Si vous, les Congolais, vous n'êtes pas propriétaires de vos infrastructures, vous allez devenir des esclaves dans votre pays. Et c'est ça que vous êtes en train de faire chaque fois que vous êtes en train de laisser les partenaires venir dans votre pays. Vous croyez qu'en venant, ces partenaires vont créer des richesses et que ces richesses-là vont trickle down partout dans la société et vous allez voir que la société va se développer. Mais ce n'est pas ça qui va se passer en réalité. Parce que vous n'êtes pas assez organisé pour exiger que ces partenaires fassent tout ce travail. Ça veut dire qu'ils vont venir, ils vont s'installer et ils vont dominer ce secteur et les Congolais seront là seulement pour les miettes. Et c'est ça qui se fait maintenant en République démocratique du Congo, où vous allez voir que vous avez signé beaucoup de contrats dans les minéraux ou bien dans d'autres secteurs et les Congolais, il n'y a rien. Votre cahier de charge, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'eux, ils sont en train de refaire en contrepartie. Au contraire, ils sont en train de polluer votre environnement parce que vous-même, vous êtes là en train de checker pour savoir que votre environnement est bien. Donc, ils sont en train de polluer votre environnement et vous restez là, les mains croisées, en train de vous demander qu'est-ce que vous allez faire. Mais au lieu de poser des bonnes questions, au lieu de trouver des solutions à ces problèmes, vous êtes toujours dans la querelle ou bien vous êtes toujours dans le parler. Vous êtes un peu, le Congolais est un peu dans un genre de réflexion éternelle. C'est comme si vous êtes toujours en train de vous plaindre d'un problème ou vous aimez beaucoup répéter ce même problème. Mais normalement, quand vous êtes face à un problème, vous constatez le problème, vous dénoncez le problème. Après, vous devez passer à l'autre étape qui est chercher la solution à ce problème. Mais en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. En République démocratique du Congo, les gens constatent un problème ou bien les gens dénoncent un problème et les gens vont continuer à dénoncer ce problème. Ils vont dénoncer ce problème hier, ils vont dénoncer ce problème aujourd'hui et ils vont dénoncer ce problème demain. Si vous regardez même maintenant l'une des émissions la plus populaire en République démocratique du Congo sur la radio, c'est une émission où les gens sont en train d'appeler pour se plaindre de leur gouvernement. Et du début à la fin de l'émission, vous êtes en train d'écouter comment les gens sont en train de se plaindre de leur gouvernement.
Mais personne ne passe à la solution. Parce qu'après que vous êtes plaint, après que vous avez dénoncé, vous devez passer normalement à la solution. Mais en République démocratique du Congo, personne ne passe à la solution. Et c'est là que je veux blâmer même les médias. Où je veux dire que les médias ont un rôle vraiment important à jouer dans le changement des mentalités des Congolais. Parce que depuis que la République démocratique du Congo est la République démocratique du Congo, les médias ont toujours fait le travail des gouverneurs. Les médias ont toujours été là pour dorloter les politiciens. On a fait ça depuis 1960 et aujourd'hui c'est quelque chose qui commence maintenant à détruire maintenant notre population. Parce que si les médias sont là seulement pour dénoncer, si les médias sont là seulement pour dire que, pour informer aux gens, la société ne va pas avancer parce que les médias à un niveau, ils ont une responsabilité aussi à faire. Je vais vous donner peut-être un exemple. Vous voyez ici aux États-Unis, quand vous avez des médias, quand vous avez des gens qui passent dans les médias, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai dans un média, comme par exemple CNN, vous allez voir qu'ils ont une rubrique des fact-checked. Ça veut dire qu'une personne qui est là en train de checker les facts. Donc si vous amenez un politicien sur votre plateau et que ce politicien dit quelque chose qui n'est pas vrai, la personne qui est là sera en mesure de corriger le politicien et dire que monsieur le politicien, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. On a des documentations qui montrent ça. Ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est pas comme ça en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, vous avez des médias sérieux qui sont en train de recevoir des politiciens pour parler d'un projet qui s'appelle Kinshasa Zéro Trou. Parce que d'abord, ce projet, tout le monde sait que ce n'est pas un projet, c'est un COP. Parce que le projet lui-même, les critères d'un projet ne sont même pas remplis par ce qu'ils sont en train de faire. Kinshasa Zéro Trou, c'est un COP, ce n'est pas un projet. Et la raison pour laquelle, comme je disais, ce n'est pas un projet, c'est parce que Kinshasa Zéro Trou ne remplit pas les conditions d'être un projet. Pour avoir un projet, vous devez avoir un problème. Quand vous avez un problème, quelqu'un doit se plaindre d'un problème. Ça veut dire que dans le cas de Kinshasa Zéro Trou, ils disent qu'ils vont améliorer les routes, mais qu'on imagine un peu le problème. Quand vous, les Congolais, vous êtes en train de regarder la ville de Kinshasa, disons, enlevons même la grande partie de Maloko qui n'est pas habitée, ou bien de Nsele. Donc la majorité du territoire de Kinshasa n'est pas habité. Il y a seulement une petite partie de Kinshasa qui est habitée. Et c'est là que toutes les activités sont en train de se faire. Dans la petite partie de Kinshasa qui est habitée, disons peut-être sur 100% des routes, il y a peut-être 5% ou même 10% qui sont des routes asphaltées. Donc si on compte même en termes de routes, il y a seulement peut-être 10% de routes dans la partie de Kinshasa qui est habitée, sans compter l'autre partie comme je disais. La partie seulement qui est habitée, vous avez peut-être 10% sur 90%, et 90% qui n'ont pas de routes. Vous, maintenant, le gouvernement, vous êtes des Congolais. Vous avez maintenant un gouvernement qui essaye maintenant à désenclaver la capitale de Kinshasa. Un gouvernement qui se dit que Kinshasa est enclavé, il y a des embouteillages partout, on a besoin de désenclaver ce qui se passe là. Donc c'est ça le projet, c'est ça le problème, c'est ça le vrai problème. Mais au lieu que votre gouvernement s'adresse à ce problème, ce qui est un projet, et pour que cela devienne un projet, ça doit être analysé, ça doit être discuté, ça doit être présenté devant tout le monde avec des chiffres à l'appui qui montrent que, en fait, il y a de trafic de 5% qui viennent de Gombe, 10% viennent de Lingwala. Ça doit être palpable. On doit avoir les chiffres qui montrent qu'il y a effectivement un problème de route. C'est comme ça qu'on commence un projet, c'est comme ça qu'on analyse un projet. Mais vous n'avez pas fait ça. Ce qui fait maintenant que les 5% qui restent, qui ont des routes, vous, maintenant, votre gouvernement a envie d'arranger maintenant les trous qui se trouvent maintenant dans les 5% des routes de Kinshasa. Comment vous, des médias qui sont sérieux, vous, des intellectuels, vous pouvez accepter que des responsables de votre gouvernement puissent passer dans vos médias pour parler de ça? Vous devez dire que ça, c'est pas un projet. Vous devez savoir, vous tous, que ça, c'est pas un projet.
J'ai vu même dernièrement, je suivais Bossolo na politique, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une bonne émission. Je suivais Bossolo et j'ai entendu Sango dire que lui, il ne croit pas à Kinshasa zéro trou. Lui, en tout cas, il ne croit pas à ce projet. Mais son attitude, c'est d'être l'attitude de tous les Congolais. Je ne sais pas s'il existe un Congolais en République démocratique du Congo qui croit dans sa tête que le projet de Kinshasa zéro trou va effectivement marcher. Je crois que tous les Congolais savent que ce projet, c'est un projet inutile. Mais comment se fait-il que tous les médias de la République démocratique du Congo, vous continuez toujours à parler à vos autorités de ce projet, vous les invitez et les posez des questions sur ce projet, quand vous, en fait, vous tous, vous savez que ce sont des COP. Ça, c'est pas un projet, c'est un COP. Et vous tous, vous le savez. Mais en République démocratique du Congo, au lieu que les médias fassent ce travail de dire à la population que ça, c'est pas un projet, ça, c'est un projet qui est inutile, ça, c'est un projet qui va rien emmener, vous, en République démocratique du Congo, les médias maintenant sont en complicité avec le gouvernement. Les médias maintenant ne veulent pas offendre le gouvernement. Les médias ne veulent pas blesser les membres du gouvernement parce que les gens qui sont dans ce gouvernement sont vos amis, sont vos familles, sont vos cousins, sont les gens avec qui vous partez dans les fêtes. Et c'est ça la situation. Cette situation bloque carrément notre pays. Où d'un côté, vous avez des gens qui ne veulent pas dénoncer ce qui est mal, et de l'autre côté, vous avez des gens qui savent que, ok, ils vont ignorer tout ça, on peut seulement les dire des histoires, ils vont nous faire passer dans leur studio, tout ça, ils vont nous parler, ils vont nous appeler Excellence, et puis on va passer. Donc le média a quelque chose à faire en République démocratique du Congo. Le média a un rôle à jouer. Et le rôle du média, c'est de quitter ce que la plupart sont en train de faire. Quitter cette position-là d'ignorance, où vous êtes en train de jouer l'ignorant. Et vous êtes en train de poser des questions à vos gouverneurs, à vos représentants dans vos studios, quand vous savez très bien que ces projets, au fait, ce ne sont pas des projets, ce sont des COP. Mais pourquoi vous le faites? Il y aura d'autres en République démocratique du Congo qui vont dire que bon, c'est ça que les Congolais veulent entendre, on a des partenaires, on doit faire passer les publicités, on doit faire ça, on a besoin des viewers. Mais un média responsable aussi, vous devez jouer sur la qualité de vos auditeurs. Parce que c'est mieux d'avoir 5 auditeurs qui comprennent la situation au lieu d'avoir 1000 auditeurs qui sont là en train d'écouter seulement et en train de consommer des histoires mais qui n'avancent pas vraiment dans leur... ils sont en train d'écouter des histoires qui ne les aident pas. Les médias en République démocratique du Congo doivent prendre leur place de médias. Et leur place des médias, c'est de pouvoir non seulement dénoncer, non seulement interpeller, mais vous devez apprendre à la population à trouver des solutions. C'est l'étape qui manque en République démocratique du Congo. Montrez à votre population que vos autorités sont incompétentes. Et c'est là que vous allez commencer à changer les choses. Parce que vous devez être en mesure de faire maintenant des documentaires sur la SNEL. Je vais vous donner comment expliquer que le Congolais n'a pas d'eau, le Congolais n'a pas de courant, mais il n'y a aucun média en République démocratique du Congo qui a fait un reportage sur la SNEL. Il n'y a pas de reportage sur la SNEL, personne ne fait des sit-ins devant la SNEL, personne ne fait des sit-ins devant la Régie des eaux. Vous avez beaucoup de gens qui se plaignent du RAM, personne ne fait des sit-ins devant les compagnies de télécommunications. C'est comme si les médias sont en train de présenter un pays où tout marche bien. Mais quand vous êtes en train de les entendre dans les médias, ils disent que rien ne marche. Rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. Après, vous êtes en train d'accueillir des ministres, ils vous parlent des projets comme des projets centraux et vous êtes satisfait. Vous ne passez pas à une autre étape, vous dites que, ok, on a écouté ce que vous avez fait, on attend dans 6 mois, on va voir si à Kinshasa, il n'y aura pas de trou. Est-ce que ça, c'est sérieux? Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Parce que vous-même, au début, vous savez que toutes ces histoires sont des COP. Tous les projets que vous êtes en train de voir à côté de vous, vous savez que ce sont des COP. On est en train de vous mettre des lumières comme ça pour les Christmas, tout ça, quand vous savez que la vraie solution, c'est l'éclairage public.
Mais vous êtes en train de recevoir des autorités qui vont vous donner des promesses et vous les laissez, vous les donnez votre studio, vous les laissez dire des bêtises à la population et après ça, vous allez dire que, ok, nous, on va croiser les bras et on va attendre que vous puissiez nous dire, on va voir si ça va se réaliser. Ça, c'est pas ça le rôle d'un média. Le média en République démocratique du Congo a fait croire aux Congolais que les solutions de ces problèmes vont venir du gouvernement. Tous les médias en République démocratique du Congo font qu'inviter des politiciens pour dire à la population comment ils vont résoudre les problèmes de la population. Mais ça, ce n'est pas une stratégie que les médias doivent faire. Les médias doivent changer leur façon de faire les choses. Les médias congolais doivent changer leur mentalité. Vous devez apprendre à la population comment se prendre en charge elle-même. Donc, vous les laissez dénoncer la situation, vous les laissez parler des situations, mais apprenez à la population aussi, donnez l'information à la population. Montrez à la population pourquoi la SNEL est incompétente. Dites à la population que la SNEL a ils ne connaissent pas leurs effectifs. Un bon manager doit connaître ses effectifs. Vous avez des ministres qui ont des ministères où ils ne connaissent pas leurs effectifs. Vous avez des histoires des écoles qui sont en train de payer des fictifs. Jusqu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, que ce soit la présidence, à l'Assemblée nationale, dans toutes les entreprises publiques, vous êtes en train de payer des fictifs. Mais les médias, personne vous parle des fictifs. C'est un problème, les fictifs. Vous n'avez pas besoin de faire une émission sur les fictifs. Vous n'avez pas besoin de faire 2 émissions sur les fictifs. Vous devez faire des documentaires sur les fictifs. Montrer à la population qui est en train de faire ces histoires et qui est en train d'appuyer ce réseau de fictifs. Et ça, c'est le travail du journaliste. Ce sont des enquêtes comme ce que Alain Foucault avait fait. Ce sont des enquêtes comme ce que Sango est en train de faire. Vous partez dans le terrain et vous faites des reportages et des documentaires sur ce que vous avez trouvé. Mais vous poussez ça un peu plus loin. Allez un peu plus profondément, montrez les problèmes à la société. Je vais vous donner encore un autre exemple. Vous vous rappelez que Alain Foucault a fait un documentaire où il parlait des minéraux de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui se sont énervés au pays, beaucoup de journalistes, eux qui disaient que nous, on a dénoncé ces histoires avant Alain Foucault, mais vous tous, vous avez attendu seulement qu'Alain Foucault parle de ça pour que Binoskobo Lamouka. Moi, ce que je veux dire aux médias congolais est que dans les médias, ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous dites ça. Oui, vous avez donné la même information que Alain Foucault a donnée, mais c'est comment que vous avez présenté cette information. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Les médias congolais ne savent pas comment présenter l'information. Vous êtes en train de présenter ça d'une façon où le peuple congolais ne comprend pas. Et vous pouvez juger par vos questions, parce que vous allez remarquer que les questions, les préoccupations du peuple sont toujours les mêmes. Si vous allez regarder peut-être une émission, ou bien vous suivez une émission comme le débat, vous allez voir que les mêmes préoccupations, c'est ça que les gens sont en train de répéter à chaque fois. Et moi, quand j'ai étudié aux États-Unis ici, on vous dit que si vous avez des gens qui vous posent des questions, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. S'ils continuent à poser les mêmes questions, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Ça veut dire que vous, les médias, la façon dans laquelle vous êtes en train de délivrer votre information, votre peuple n'arrive pas à comprendre ça. Parce que vous délivrez cette information d'une façon un peu partielle. Vous la délivrez d'une façon incomplète. Je vous ai donné l'exemple, vous connaissez les ministres qui sont en train de payer des fictifs. Comment se fait-il que vous êtes en train de recevoir des ministres qui vous passent et vous parlent des solutions et vous dites à la population que ce ministre ici aura la solution à vos problèmes et que ce ministre-là, dans son propre secteur, dans son propre cabinet, il ne sait même pas qui il est en train de payer. Lui-même, il a des fictifs. Comment lui va trouver la solution au problème de la population quand il n'arrive même pas à mettre de l'ordre dans son cabinet? Vous allez prendre un DG, comme un DG de la SNEL ou bien de la Régie des eaux, vous allez les faire passer dans votre émission. Eux, ils vont dire que le gouvernement ne vous les donne pas assez d'argent. Oui, c'est bien, le gouvernement ne vous donne pas assez d'argent pour opérer. C'est vrai que le gouvernement n'investit pas beaucoup dans la SNEL
ou bien la Régie des eaux. Mais vous, est-ce que vous, le DG de la SNEL, vous pouvez nous dire combien d'employés vous avez? Ou bien est-ce qu'on doit attendre aussi l'argent du gouvernement pour le faire? Pourquoi vous n'êtes pas en train de chasser tous les gens qui sont fictifs? Comment se fait-il que dans votre staff, vous avez toujours des fictifs? Est-ce que l'argent du gouvernement va résoudre ce problème de fictifs? Parce que moi, je sais que si je suis un propriétaire d'entreprise, je n'ai pas besoin d'argent pour virer les gens. Parce que ces gens ne font pas de travail. Ces gens sont à l'extérieur en train de parler en dessous d'un arbre, d'autres sont à la maison, d'autres sont même à l'étranger. Mais comment se fait-il que vous êtes le DG de la SNEL ou bien de la Régie des eaux et vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre compagnie et à pouvoir identifier qui est un employé et qui ne l'est pas? Mais vous passez devant la radio et vous êtes en train de dire que les problèmes que votre compagnie, que la SNEL est en train de face, c'est un problème d'argent du gouvernement. Et les médias acceptent ça, les médias croisent les bras, les médias sont en train de... Vous êtes carrément en train de donner une excuse à tous vos dirigeants. Et c'est là que les médias doivent faire un meilleur travail en République démocratique du Congo. Si c'était d'autres médias, comme vous voulez comparer à d'autres médias, ils allaient vous dire que c'est vous le problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans une entreprise sans pourtant avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent pour organiser votre entreprise. Moi, je peux vous faire la liste des employés en moins de 5 secondes avec un code. Je peux vous créer une base de données en moins de 2 secondes. Je peux vous créer un badge. Je peux vous créer un système qui va donner à un employé un badge en moins de 3 secondes. Est-ce que j'ai besoin de l'argent du gouvernement pour le faire? Je peux le faire avec mon argent de poche. Mais comment se fait-il que vous avez une compagnie comme la SNEL, la Régie des eaux, vous avez des ministères et vous ne savez même pas qui sont dans les ministères? Mais vous êtes en train de faire des budgets et tout le monde est en train de dire que ce budget, il est ça. Mais la vraie conversation ici du peuple congolais doit être ce budget basé sur quoi? Parce que vous êtes en train de faire des budgets sur des fictifs. Le nombre de personnes au gouvernement, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas les nombres de personnes dans vos rues. Vous ne connaissez pas le nombre de personnes dans vos avenues. Vous ne savez même pas qui prend le transport, qui ne prend pas le transport. Vous ne savez même pas combien de voitures vous avez dans la circulation. Mais vous êtes en train de faire des projets, vous êtes en train de faire des budgets. Ça vous montre que toutes ces histoires sont des copes. Mais les médias congolais, au lieu de présenter ça à la population, au lieu de dire ça à la population, eux, ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire que, ok, on va amener le DG, il va venir ici et il va nous dire des bêtises et puis il va partir. Et l'année prochaine, on va encore le poser la même question. Et c'est ça que les médias ont fait en République démocratique du Congo depuis 1960. Aujourd'hui, la situation s'empire parce que moi, quand je grandissais en République démocratique du Congo, il y avait d'autres choses qu'on faisait pour le loisir. Il y avait d'autres choses qui faisaient le buzz dans la capitale. Il y avait des histoires comme les Vitaïmana. Donc il y avait le sport, il y avait des rivalités dans le sport qui faisaient quand même le buzz dans la capitale. Et ça, c'était quand même notre entertainment. Il y avait des histoires comme la musique. Il y avait les Wenge 10. Ils avaient leurs conflits. Ça faisait aussi le buzz dans la capitale. Et dans tout ça, il y avait les gens qui étaient populaires. Les gens qu'on est en train de boire Kalimabanga, tout. Les hommes d'affaires, ils ont toujours existé. Mais maintenant, quand vous allez en République démocratique du Congo et que vous tournez, maintenant, je suis allé récemment en République démocratique du Congo, et que vous tournez maintenant, vous turn on votre télévision, donc vous regardez maintenant votre télé, vous allez voir que tout est politique. Toutes les chaînes que vous êtes en train de voir des médias, tout est politique. Et les stars maintenant qui ont remplacé le sport et la musique, ce sont maintenant les politiciens. Donc les politiciens maintenant utilisent maintenant les studios des news, des médias pour maintenant faire des mabanga, pour aller là-bas et parler d'une autorité morale ça, ici c'est l'excellence ça, l'excellence ministre ça. Donc ils utilisent maintenant les plateaux de tous les médias congolais pour faire des mabanga à leur autorité morale. Donc la politique en RDC a remplacé le sport, a remplacé le novelas, a remplacé la musique.
c'est devenu maintenant c'est devenu maintenant le entertainment de la République. Et tous les médias ont envie de couvrir cet entertainment parce que le peuple congolais, il aime beaucoup être dans l'entertainment et c'est ça qui va les rapporter de l'argent avec les publicités, avec tout ça. Au lieu de créer une nouvelle forme de média qui va apprendre quelque chose de différent, qui ne sera pas peut-être populaire, mais c'est ça dont la population a besoin d'entendre et c'est de ça que la population a besoin aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ils ont besoin d'un média qui peut les aider à développer qui ils sont eux-mêmes. Un média qui va leur dire que c'est vous les Congolais qui vont trouver la solution à vos problèmes, pas les gens de ce gouvernement. Un gouvernement des fictifs ne peut pas faire un projet qui va aider la population. Et c'est vous, le travail, c'est vous les médias qui doivent dire ça à la population. Dites à la population que arrêtez de regarder vers votre gouvernement. Les solutions de la République démocratique du Congo, les solutions des Africains vont venir des Africains vous-même. Donc vous-même, vous devez vous prendre en charge et vous-même, vous devez commencer à trouver des solutions. Analysez vos problèmes, analysez vos situations comme d'autres peuples l'ont fait et trouvez des solutions à ce problème. Si vous attendez seulement les résultats de votre gouvernement, aujourd'hui vous avez un budget de 10 milliards, demain vous aurez un budget de 15 milliards. Quand vous tous, vous savez que pour que la République démocratique du Congo se relève, vous avez besoin des budgets de 100 milliards et plus. Mais au lieu de dire ça à la population, vous êtes là quand même en train d'applaudir des budgets de 10 milliards et vous n'êtes même pas en train de presser et pour dire aux gens pourquoi vous êtes en train de faire des budgets comme ça. Vous allez faire seulement quelques émissions pour leur donner vos plateaux et ils vont venir, vous allez les applaudir, vous allez avoir quelques échanges, vous allez faire le buzz dans la capitale et puis ça va passer. Mais le vrai problème est toujours là. Je vais vous donner encore un autre exemple quand on est en train de parler de Alain Foka. Il y a quelque chose d'intéressant qu'Alain Foka avait dit dans son reportage. Et la chose la plus intéressante dans son reportage que moi j'ai trouvé, c'était l'impact sur l'environnement. Oui, les Congolais, vous avez parlé des minéraux, mais combien de médias congolais ont parlé de l'impact sur l'environnement? Aujourd'hui, vous avez des territoires en République démocratique du Congo où il y a des maladies que les gens ne connaissent pas. Il y a des maladies qui sont inconnues, que les gens disent que c'est un mystère. Mais vous croyez que ces maladies viennent d'où? Quand vous avez des gens qui sont en train d'exploiter illégalement et qui sont en train de mettre des toxiques dans vos rivières, vous croyez que ces maladies viennent d'où? Vous, les médias congolais, vous avez dénoncé ça. Vous, les médias congolais, vous êtes allés sur place et vous avez vu que l'eau de ces rivières est rouge, mais vous êtes arrêtés là. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant pour trouver la solution à ce problème? Qu'est-ce que vous avez fait pour réellement dénoncer? Parce que le travail d'un média ne se termine pas là. Vous devez faire des documentaires, montrer l'impact dans la société. Parce que l'impact sera grave. L'impact sera un impact pendant des générations. Parce qu'une eau qui est rouge, une eau qui devient verte à cause des toxiques, et la population est en train de consommer cette eau, ils ont des maladies, l'impact sera de l'impact pendant plusieurs générations. Vous devez couvrir maintenant en tant que média cet impact-là. Vous devez rester avec cette histoire. C'est ce qu'on dit dans les autres médias étrangers. Follow the story. Vous devez rester sur cette histoire. Regardez comment ça impacte les familles des familles, les générations. Regardez comment c'est en train de détruire des sociétés. Parlez de ça. Parce que c'est ça que les Congolais ont envie de savoir. Mais quand vous dites que l'eau est rouge aujourd'hui, l'eau est rouge demain, et vous dites le gouvernement a Bossani, vous-même aussi les médias Bossani. La raison pour laquelle le gouvernement a Bossani, c'est parce que vous les médias Bossani. Et c'est ça la situation qui se fait en République démocratique du Congo. Au lieu de dire à la population que ça c'est pas toujours fait, et ça ce sont les conséquences, comme ça la population va savoir que nos dirigeants sont vraiment incompétents. Mais quand vous n'êtes pas en train de tenir ces dirigeants, vous ne tenez pas responsable de leurs actions, vous faites un semblant
de chamaillement dans vos studios avec ces politiciens. Et demain, on vous voit dans les bars, on vous voit causer avec eux au téléphone, on vous voit dans les conférences de business en train de rire. Tout ça, c'est pas le travail des médias. Donc le média en République démocratique du Congo doit changer sa façon de faire. Je crois vraiment que la solution viendra de ça. Pas seulement des médias, mais de tout le monde en général. Mais le média, comme on dit, c'est la quatrième ou bien la troisième institution, ou bien la quatrième institution d'un pays. Et on dit ça pour une raison. Vous qui avez décidé de faire le journalisme, vous qui avez décidé de faire les médias, vous devez faire ce travail avec tout professionnalisme. Ne faites pas ça pour plaire aux politiciens. Vous devez faire ça pour informer la population. Faites des documentaires et continuez à informer la population. Et une fois que le média va faire son travail, la population sera plus aware. Et la population saura maintenant que ces politiciens-là, ils sont vraiment la source de notre problème. Et nous, maintenant, on doit se prendre en charge de nous-mêmes. Donc ici, vous voyez déjà que les partenaires ne vont jamais vous aider parce que les partenaires, eux, ils travaillent pour leurs intérêts. Vous voyez que votre gouvernement est extrêmement incompétent. Ça veut dire que votre gouvernement va faire toujours des COP parce que vous avez des fictifs partout. Ce gouvernement peut faire que des COP. Vous avez des fictifs et vous n'analysez pas vos problèmes avant de lancer des projets. Ça veut dire que tous ces projets sont des COP. Et vous êtes en train de passer de COP à COP pour essayer d'arranger les choses. Et donc ces deux entités ne vont jamais résoudre vos problèmes. Et ce qui laisse maintenant dans tout ça le peuple congolais. Vous les Congolais, c'est vous qui allez arranger ce pays. Vous les Congolais, vous devez penser maintenant à l'extérieur de votre gouvernement. Vous les Congolais, aujourd'hui en 2021, maintenant on part en 2022, vous devez commencer maintenant à réagir ou vous devez commencer à agir comme si vous n'avez pas de gouvernement. Vous devez commencer à travailler ensemble entre vous Congolais pour trouver la solution à vos problèmes. Comme les Juifs, organisez-vous. Parlez à la maman du coin. S'il y a quelqu'un qui se côté Ngouba au coin, parle avec l'autre personne qui est en train de vendre le pain. Parle avec l'autre personne qui vend le beignet. Essayez de vous organiser ensemble, créer une structure et vous allez devenir plus grand. Quand vous devenez plus grand, associez-vous avec d'autres Congolais, devenez encore plus grand que ça. Et c'est comme ça que vous allez développer un pays. Vous avez des problèmes de routes dans vos quartiers, vous avez des problèmes de caniveaux dans vos quartiers. Organisez-vous par famille et famille, commencez maintenant à curer ces caniveaux. Mettez de l'ordre, sécurisez vos routes. Vous appointez des gens, mettez votre gouvernement devant des faits accomplis. Montrez-les que la population s'est prise en charge. Même si on a brisé des lois, on s'est pris en charge et on a construit notre propre route. Nous-mêmes, on s'est pris en charge et on a construit les routes de notre avenue. Si vous, le gouvernement, vous dites que nous, on a fait une infraction, alors on se bat dans ce terrain. On va aller en justice, on a nos avocats, on va payer de l'argent et on va se battre dans ce terrain. Et moi, je crois que si je suis avec des amis congolais et qu'on met notre argent ensemble, je crois qu'on va battre le gouvernement. On aura des meilleurs avocats que le gouvernement. Je crois qu'on va gagner ce combat à la cour. Parce qu'ils ne vont pas venir... Disons que moi j'ai grandi à Mimosa. Disons que nous, à Mimosa, maintenant vous allez à Mimosa, il n'y a pas de route, tout ça. Bon, je ne connais pas vraiment la situation maintenant à Mimosa. Mais je donne seulement un exemple. Qu'est-ce qui manque que nous, la population de Mimosa, on peut se mettre ensemble pour commencer à construire nos routes? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas cotiser de l'argent, mettre la sécurité à la porte? Il y a la grille là qui était la grille, le portail de devant. Ce portail-là de devant était sécurisé. Il y avait des agents de la sécurité là-bas. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser en tant que personne qui habite à Mimosa, mettre notre argent et mettre la sécurité là? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser, acheter des voitures de patrouille où on aura quelqu'un qui va faire la sécurité? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser et commencer à asphalter nos routes? Le gouvernement va venir, ils vont dire que vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils doivent porter plainte contre nous. Nous aussi, on est un lobby. Nous, on est fort. On est 60 villas. On va avoir nos avocats et on va aussi partir devant le juge et on va défendre notre point. On va dire qu'on est en train de faire toutes ces actions parce que le gouvernement est incompétent.
Vous, on était là depuis longtemps, vous n'avez pas rangé nos routes. On ne va pas rester comme ça sans nous croiser les bras. On s'est pris en charge, on a rangé nos routes. Et ça, c'est une défense que votre avocat va... Vous allez vous battre, c'est un problème de justice. Mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement interdit d'arranger les routes, donc moi je ne vais pas ranger la route de chez moi. J'ai $1 million en banque, mais ma route devant chez moi, il y a des poubelles, il y a les caniveaux remplis, ça ne me dit rien. C'est la route du gouvernement. C'est la mentalité des Congolais qui cause problème. Cette mentalité-là de... Vous avez rendu votre gouvernement responsable de tous les problèmes. Et en fait, parlons un peu du gouvernement.